Alice Maguedio, bonsoir. Bonsoir, Herman. Merci infiniment, merci du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Alice Maguedio, commerçante, citoyenne engagée, figure de la société civile au Cameroun, membre de la Chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat et présidente du syndicat des commerçants détaillants du Vouri. Vous allez pouvoir nous expliquer tout cela tout à l'heure, comment vous arrivez à concilier toutes ces différentes casquettes, Madame Maguedio. Encore qu'elles se lient, hein. Elles ne sont pas tout à fait différentes. Avec vous, nous parlerons de votre vie, votre parcours, le regard que vous portez sur l'actualité socio-économique et même politique de votre pays, le Cameroun. Nous évoquerons l'avenir et enfin nous vous donnerons l'opportunité, au terme de cette émission, de vous adresser à la jeunesse camerounaise, la jeunesse d'Afrique, la jeunesse du monde, l'avenir de notre société. Ok, on va s'essayer sur l'itinéraire que vous aurez tracé. Alice Maguedio, née le 10 janvier 1968 à Bamunka, Ndop, dans l'actuelle région du Nord-Ouest, l'une des deux régions anglophones avec le Sud-Ouest que compte le Cameroun. Oui, c'est ça. Et mon père était market boy, comme on dit. Je ne suis pas originaire du Nord-Ouest, mais je suis originaire de l'Ouest, mais je suis né dans les Bamboutos, Bouda, oui, Bamesingé. Mon père travaillait avec il était comme un employé de commerce d'un grand cultivateur là-bas. Donc, en même temps, il travaillait dans ses champs, il partait vendre ses biens et nous avons eu l'honneur d'être nés dans ce coin-là. Il faut dire que Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest anglophone, donc, est plus proche de votre village Bamesingé dans les Bamboutos que Bafoussam, francophone, chef-lieu de la région de l'Ouest. Donc, est-ce que c'est ça qui a justifié la décision de vos parents de vous faire naître plutôt à Bamenda, dans le Nord-Ouest, qui est plus proche de Bamesingé? Nous sommes nés là où ils s'étaient établis, tout simplement. Et ça n'a même pas fait long feu parce que je vais commencer l'école plutôt dans les Bamboutos, à Bamesingé, à Bouda. Donc, c'est vrai que les deux coins sont suffisamment rapprochés. Mon père expliquait qu'ils allaient à pied, à Ndop tout le temps. Et parfois, ils portaient même des charges sur la tête, ils marchaient à pied pour rentrer et tout ça. Donc, ça veut dire que la distance n'est pas énorme si on peut y aller à pied. Non? Et actuellement, même, nous recevons des flots de gens qui viennent de là avec, comme il y a un peu de troubles dans les régions. Les édites anglophones. Les gens qui se délocalisent. Et qui traversent juste la petite... Dans nos concessions, même au village. Donc, ils viennent juste, et nous sommes donc comme des peuples frais, et on vit comme si on avait été les mêmes gens, quoi. Parlez-nous un peu de Bamesingé. Bamesingé a une signification. Ça veut dire quoi, Bamesingé? Est-ce que ça a une signification? Signification, tout à fait non. Mais quand on dit Mbassing, comme on dit en patois, Mbassing, Bamesingé, c'est, si on veut dire étymologiquement mon patois, ça veut dire que des gens qui racontent. Mbassing. Donc, ils racontent. Et contrairement à Mbasso, les Mbasso qui sont les Babadjou, puisque ça, c'est deux villages, c'est le même village, ils se fédèrent dans Mbafou. Les deux, et le village s'appelait Mbafou au départ. Mais le chef a eu l'ingénieuse idée de donner sa succession à un jumeau. L'autre s'est fâché et a fait sécession. Donc, celui qui est Mbassing, c'est ceux qui racontaient trop ces histoires-là. Et celui qui est Mbasso, ce sont eux qui se sont énervés, ils ont fiasqué. Ça veut dire fiasqué. Ils se sont énervés et ils sont montés créer leur part de village, bien qu'ils soient premier degré et nous deuxième degré aujourd'hui. Mais sur le plan coutumier, les Babadjou répondent au Bamesingé. D'accord. C'est le chef Bamesingé qui bénit. Qui arrête, comme on dit. Qui arrête.
Non, arrêter, c'est toute une autre organisation parce que les chefs, la hiérarchisation, il y a dans les notables qui sont habilités à arrêter le chef. Mais s'ils vont bénir leur village et qu'ils viennent à Bamsenge prendre la poudre traditionnelle, tout ce que, parce qu'avant on bénissait les villages, avant toutes semences. Donc au moment, en mars comme ça, avant le 15 mars comme ça, les chefs sortaient pour verser une poudre dans le village, le bénir pour qu'il y ait l'abondance de la production. Des récoltes. Donc, parfois, quand la pluie ne tombe pas, les chefs Babadjou viennent faire allégeance à un endroit sacré à Bamsenge pour demander à Dieu de faire tomber la pluie dans leur village. Donc, nous, on n'a même plus envie de dire que nous sommes deux villages différents, mais sauf que la politique et le reste a déjà séparé comme ça. Mais nous sommes des Mbafouns en général. Donc, je fais un clin d'œil à tous les Mbafouns, donc les Babadjou, Bamsenge. Nous communiquons en la même langue. C'est quand nous sommes originaires de là qu'on peut savoir des subtilités, la différence entre un Mbasso et un Mbassin. Nous allons d'ailleurs profiter de cette antenne pour adresser nos compliments à Sa Majesté Tenin Detio Jean, chef supérieur, roi des Bamesingé. Vous avez un message à lui adresser en votre langue maternelle? Oui, bon, c'est difficile souvent d'alterner français et langue, mais faut super soro zamo amo mangijo Alice anyanga amanda nologo ngote su pela mborola nongnkenda anombo otsungola kaunda no yimbo chongla. Traduction. Mais voilà, non, on ne va pas traduire, on va pas traduire. Alice Maguedio, votre enfance donc dans les Bamboutos, école Sainte-Thérèse, où vous obtenez votre certificat d'études primaires et élémentaires, le CEP à l'époque. Tout à fait. Quel souvenir gardez-vous de cette enfance-là? J'ai eu une enfance un peu tiraillée entre ma famille maternelle, ma propre famille, la famille de mon papa, parce que je perds ma maman très tôt. À l'âge de 8 Je perds ma maman à l'âge de 4 ans et demi. 4-5 ans. Oui. Donc, avant d'aller à l'école, la classe de la CIL, j'avais déjà perdu ma maman. Alors, il se trouve que mon grand-père maternel soit le premier catéchiste de mon village et que je dois faire l'école catholique. Ça veut dire qu'il vivait presque à l'école. Sa maison est collée à l'école Sainte-Thérèse. Et moi, je ne voulais généralement pas quitter ma grand-mère. Donc, de temps en temps, je sortais de l'école et je ne rentrais pas chez mon père. Il venait même dans les 21 heures comme ça parce qu'il ne m'a pas trouvé, me tirer pour qu'on marche dans la nuit pour rentrer chez lui. C'était un peu ça. Donc, ma grand-mère et mon père, tout se passait comme si les deux me discutaient. Et du coup, c'est ça qui a aussi meublé mon enfance. Cette école catholique où on avait un grand-père... Sainte-Thérèse, où on avait un grand-père catéchiste qui disait les messes. À défaut, les prêtres n'arrivaient que le jour des grandes fêtes. C'est mon grand-père qui disait les messes, nous a beaucoup disciplinés. Disciplinés dans ce sens où, dans la crainte de Dieu, dans la discipline catholique de l'époque. Je ne sais pas s'ils peuvent encore avoir cette même discipline. Je me rappelle que quand je troublais à une messe, mon grand-père était à même de nous porter et mettre dans le fût d'eau, le fût qu'on mettait devant la maison pour recueillir l'eau après la messe. Donc, ce qui fait qu'on était sur nos gardes. Et du coup, moi aussi, j'essayais tout pour être parmi les 3 ou les 2 premières de ma classe. J'ai aussi bénéficié du fait que j'ai eu une cousine, paix à son âme, qui était maîtresse dans l'école aussi. Ça fait que j'avais trop de raisons pour ne pas avoir à m'amuser. Donc, on a le CS de Galim, le lycée de Mbouda, le collège Fotso Victor de Banjoun, où vous décrochez votre baccalauréat. Oui, c'est ça. J'ai fait le CS de Galim. Quand au cours moyen 2, je passe le concours parce que il y avait le lycée, il y avait le CS de Galim, le CS de Batcham. Il n'y avait que ces 3 possibilités-là. Donc, après le collège Fotso Victor, donc, les portes de l'université s'ouvrent naturellement à vous. Vous étiez plutôt une jeune fille
plutôt intelligente comme jeune fille. Vous décrochez un BTS en comptabilité des entreprises, synonyme d'ouverture donc dans le monde professionnel. Oui, c'est vrai. Et j'ai fait juste 2 ans pour faire mon BTS. Déjà, il faut noter que j'ai fait aussi le bac G2 en 1 année parce qu'on nous avait beaucoup stressé. On nous laissait croire que c'est un bac qu'il faut absolument faire 5 à 3 fois, 3 à 5 fois avant de réussir. Et donc, ça nous faisait un peu peur, mais on a démystifié, on a compris que justement, il faut s'appliquer. Et c'est pour ça que je dis, en toute chose, quand vous voulez, vous pouvez. J'avais fait le concours d'entrée au centre universitaire de Douala sous réserve bac. Donc, je vais à Bamenda, en ville de Bamenda, pour la première fois faire ce concours-là. Et je me rappelle, nous avons été admissibles et on est venu ici au centre universitaire de Douala pour faire des épreuves orales. Et j'avais été retenu. Donc on était au centre universitaire parce que c'était pas... Encore qu'à l'époque, il n'y a pas d'institut privé d'enseignement supérieur à l'époque. Je crois qu'il y avait quelque chose à Intec de cette nature. On faisait quand même le BTS un peu à Intec aussi. Mais nous étions les BTS de l'État, puisqu'on était même boursiers. On a été logés au campus de l'université et on obtenait la bourse tous les fins du mois. On nous donnait quand même quelque chose. L'EPSI, comme son nom l'a indiqué, mais on a eu cela. Donc après vos études, à un certain moment, vous décidez donc de vous lancer dans le monde professionnel, parce que il faut dire qu'à ce moment-là, vous êtes installé à Douala, et Douala, ça ne donne pas le lait, comme on dit. Vous décidez donc de vous lancer dans le monde professionnel. Comment ça se passe? Oui, en fait, là, on a été désillusionnés en 91, et je ne suis pas trop date, en 91, quand on sortait de l'école, 91-92, c'était l'année scolaire 91-92, et on se voyait chef comptable, puisqu'on nous disait quand tu as un BTS dans une société de la place, tu dois être chef comptable. Nous voyons dans une équipe comptable qu'on devait manager et tout. Mais seulement, c'est les années de braise qu'il faut dire. Et les villes mortes avaient tout saccagé. Au début des années 90. La crise battait son plein. Donc, c'était quasiment impossible de se faire recruter dans une société comme comptable. C'est 3 ans après que j'ai le bonheur donc de me faire recruter comme comptable dans une société de la place. Et j'étais toute heureuse de pouvoir me déployer, de démontrer que j'étais un bon élève, même à l'école, et que je faisais de la comptabilité. C'est à ce moment que je pouvais m'asseoir derrière un bureau qui est le mien et avoir un ordinateur pour moi et de pouvoir faire ce que j'ai appris à l'école. C'est pour ça que pendant ces 3 ans-là, j'ai eu le temps de connaître ces autres hommes d'affaires. C'était dans le domaine quincailler. J'ai eu l'honneur de connaître le richissime Fokou qui m'a recruté chez lui quand il a ouvert les aciéries à la zone industrielle de Bassa pour être comptable aux aciéries. L'aventure qui n'aura duré que 2 semaines aussi, parce que quand j'arrive chez lui, il y a un coup de vol dans l'entreprise Sofavin. Il fallait maintenant faire un remaniement brusque. Et il fallait un prêt-à-porter. Et il me dit, toi, tu vas aller à Sofavin, tu seras chef d'agence. Du coup, mon rêve de comptabilité s'estompe encore parce que quand je suis chef d'agence, je suis plus commercial que comptable. Toute chose qui me fascinait aussi et que je parvenais à mieux faire encore parce que je dis encore une fois, j'ai des prédispositions, le commerce en moi est juste inné. Donc, j'ai été donc chef d'agence à l'époque là-bas.
Le titre est beau, le titre est ronflant. Il y a même la voiture pour le service, mais il faut aller garer la voiture loin et prendre sa moto pour rentrer chez soi. C'était pas évident, il faut le dire. Donc, on vivait quand même de cet espoir, on vivait quand même de ce gros titre, même si les psy de ça ne suivaient pas. Mais c'était beau de savoir qu'on est utile, qu'on peut servir à quelque chose, qu'on a même une équipe à manager. Désormais, j'avais mon comptable, j'avais mes magasiniers, j'avais les manutentionnaires, tout cela était tel que je peux. C'est dans ces entrefaits, donc, que je connais le marché Mbopi. Parce que mon plus grand enleveur, mon plus grand client était donc au marché Mbopi. De temps en temps, je faisais la visite client, je faisais mes recouvrements, et c'est comme ça que de fil à l'aiguille, je me retrouve en train de démystifier aussi le milieu du marché Mbopi. Donc, vous vous installez au marché Mbopi, vous le dites, par l'acquisition d'une boutique. Quelle était la procédure à l'époque pour acquérir un espace marchand au marché Mbopi? Ma toute première boutique, comme vous pouvez appeler boutique, c'était un petit coffret comme ça là, collé à un petit kiosque. Kiosque collé à un allée comme ça, fait par le bureau des commerçants, fait par les commerçants eux-mêmes. Parce qu'ils se doutaient une chose, ils se disaient, cette fille nous est très utile. Si un jour son patron la remercie, comme ça ne devrait pas attendre, si un jour son patron la remercie, on va la perdre. Mieux, on fait tout pour qu'elle acquiert un espace. Ne serait-ce que son impôt libératoire pour avoir la qualité de commerçant pour rester avec nous. Donc, je dois dire que ma toute première boutique là, on est là en 78, 79, 99, pardon. Et là, c'était fait par le bureau des commerçants. Heureusement, je leur rends toujours hommage pour ça. Et comme ce qu'on redoutait n'allait pas se faire attendre, quand j'ai demandé la révision du salaire, mon patron, lui aussi... Les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. J'ai décidé de porter encore mon sac à dos parce qu'il faut être dynamique dans le domaine de la recherche de l'emploi. Il faut être dynamique. Il faut pas rester dans sa zone de confort, parce que ça n'est pas un si on n'a pas arrivé à atteindre son but. Et cette fois-là, quand je quitte, j'ai déjà ce coffret-là. Je me fais quand même, je louais un petit bureau loin au fond dans le marché, parce que j'avais découvert que le besoin de l'assistance fiscale au marché Mbopi était criard. Que les conseils fiscaux m'en pardonnent, je n'en étais pas un, mais j'avais quand même, comme on dit au pays des aveugles, les bons ils sont rois, je pouvais quand même lui interpréter une notification des impôts. C'est comme ça que j'ai créé ce bureau-là, j'ai mis mon petit ordinateur et chaque fois quand le commerçant avait un problème, il était inquiété ou avait une notification, il venait, il me payait ma consultation 3000 francs, je lisais sa note, je l'interprétais et puis parfois je me proposais de l'aider à résoudre le problème aux impôts. Quand le problème était résolu, j'avais des merci par-ci, des cadeaux par-là. Et quand quelqu'un me donnait 10 000 francs, je pourrais acheter un petit carton, je partais déposer dans mon coffret. Voilà comment je glisse pour devenir commerçant. Quelques années plus tard, j'ai eu la chance de voir la boutique que vous connaissez, là où je suis. Je reste locataire parce que le papa qui avait cette boutique-là, paix à son âme aussi, c'était lui le président du marché quand j'entrais au marché Mbopi. Il était arraché à la vie par un accident et sa succession a donc séparé ses boutiques pour mettre en location. J'ai saisi ce morceau de l'arrière-boutique parce que sa boutique était tellement grande et transpercée par l'entrée principale là, où je me suis établi de fil à l'aiguille jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et vous avez demandé si acquérir une boutique au marché Mbopi est évident. De nos jours, ce n'est plus évident. Vous pouvez vous imaginer que l'espace ne grandit pas. Quand on quittait BCK, c'était le même espace et les commerçants étaient dans l'ordre de 300-400.
quand ils quittaient Besseke, Youpoué, où on les déguerpissait. Mais aujourd'hui, ils sont plus de 2500, 3000 sur le même espace. On a eu juste le temps d'émietter pour que les chômeurs, ceux qui perdent leur emploi et qui ont un petit rappel, ils viennent trouver. Maintenant, c'est plein comme le marché Mbopi. Dites-nous, Madame Aguedio, tout cet espace appartient à qui? C'est l'État qui vous y a... oui. Tout cet espace appartient à qui? L'espace appartient toujours à l'État. Bon, parce que quand nous voulons faire la différence, vous avez compris que j'ai souvent eu des guéguerres avec la communauté urbaine et tout. C'est parce que nous leur voulons marquer cette différence entre l'État et l'auxiliaire d'administration qui est la communauté urbaine. La communauté urbaine, c'est une auxiliaire d'administration. Exactement. En elle-même, c'est le sous-préfet, c'est le préfet, c'est le gouverneur. Ce n'est peut-être même pas les ministres, mais le premier ministre est le chef de l'État. Parce que le ministre ne saisit que son morceau dans son département ministériel. Tout se fédère. Donc, l'espace-là appartient à l'État du Cameroun. Mais comme dans notre législation, je ne sais pas si c'est modifié, je ne suis pas juriste, mais avant, il y avait que si vous étiez installé dans un endroit, même si on ne vous l'a pas installé, paisiblement pendant 10 ans, vous aviez ce qu'on appelle prescription décennale. Or, quand on avait, pour raison d'État, on voulait agrandir le port de Douala, on a déguerpi tous les opportunistes qui étaient aux alentours, ceux qui ont déjà justifié de cette prescription décennale et qu'on disait, et la loi disait, on doit recaser un Camerounais qu'on va déguerpir a priori. Donc la loi était encore loi, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les lois du Cameroun sont encore loi, mais a priori, il fallait trouver un endroit pour caser tous ces citoyens qui gravitaient autour du port autonome de Douala, à Youpoué et à Besseke. C'est donc le sous-préfet Melo à l'époque qui avait la charge de prendre ce site. Certains disent que ça appartenait à la police, que ce soit à la police, c'est pour l'État. Que ce soit aux gendarmes, c'est pour l'État, mais toujours est-il que le site appartient à l'État. Mais l'État se faisait le devoir parce qu'il a déguerpi les gens pour venir les placer là-bas a priori, avant toute chose, et c'est comme ça qu'on leur a attribué des lopins, des terrains à titre définitif. Nous avons eu le bonheur d'attraper ça, c'était en 78, 79. Donc, on a eu la chance de voir certains rares parents qui ont encore ces papiers-là, ce qui justifie notre ligne de défense aujourd'hui. Et ils étaient peu nombreux, donc ils avaient des grands espaces. Chacun se faisait livrer sa marchandise par sa camionnette devant sa boutique. Aujourd'hui, c'est la crise économique, la force, le chômage grandissant qui fait qu'on a émietté, on a obstrué tous les servitudes de passage. Donc, la réponse, c'est que le terrain là-bas appartient à l'État du Cameroun. Mais l'État du Cameroun a octroyé déjà cela pour réparation du préjudice causé à certains. Parce que ceux qui sont quittés, Youpoué, Besseke et consorts, il y avait qui avaient juste leur maison d'habitation là-bas. Ils n'étaient pas forcément commerçants, mais il fallait qu'on répare le tort qu'on est en train de leur commettre à cause de la raison d'État. Alice Maguedio, le marché Mbopi, puisqu'on en parle, plus grand marché de la sous-région Afrique centrale, est un enchevêtrement de boutiques et de magasins, sens dessus-dessous, carrément les uns sur les autres, dans une promiscuité à nul autre pareil, avec des accès extrêmement difficiles, y compris pour les piétons. Le marché Mbopi, comme tous les espaces marchands, est un lieu de brassage des populations venues de divers horizons. Il y a des faits marquants. Lorsque je préparais cette émission, je m'y suis rendu, d'abord pour un rendez-vous avec vous, mais également pour toucher du doigt les réalités de ce haut lieu du commerce. Premier constat que j'ai fait, et je parle sous votre contrôle, est celui de la présence d'une très forte communauté nigériane. Pratiquement la moitié, et même un peu plus. Plus de la moitié. Oui. Moi, j'ai souvent dit, et ça, ce n'est pas être xénophobe, on ne peut pas être dans un pays où il n'y a aucune espèce de protectionnisme. On ne peut pas être dans un pays où
on dit être le plus grand marché de la sous-région Afrique centrale, mais qui est contrôlé par l'Afrique de l'Ouest tout de même. Hein. Oui, moi, il faut dire... Les Nigérians, pour la plupart, après, vous avez... n'a pas marché. Je n'aimerais pas citer parce que c'est mon milieu de vie, c'est mes gens à qui, c'est même eux, je les dirige. Et tous m'appellent présidente, n'est-ce pas? Donc, je n'ai rien contre le fait que nous soyons un pays d'accueil, un pays hospitalier. Mais je dis, chaque gouvernement a quand même un contrôle et des limites à faire. On ne devrait pas importer de la misère. Moi, je pense que ce n'est pas que le marché Mbopi qui est contrôlé par l'Afrique de l'Ouest. Les rues d'Aqua sont contrôlées par les Asiatiques. Et de quelle manière? Nous allons en parler. Nous allons en parler. Le deuxième constat, quand même... Vous avez évoqué la promiscuité, oui. le fait que l'installation anarchique. Je vous ai dit exactement que quand ces papas quittaient Besseke, Biche, Youpoint, ils étaient environ 400. Chacun se faisait livrer chez lui. Et quand il y a une agglomération, l'État doit avoir son mot à dire. Tout le temps, on nous dit, oh, qui gère le marché Mbopi, oh, qui gère le marché Mbopi. Et quand on entend par gestion, tu vois, chacun vient juste obtenir sa part de ce qu'il pourra, comment dirais-je, gagner. C'est les phénomènes des régisseurs non contrôlés qui sont les parents des délégués du gouvernement qui vendent ces espaces parce que la demande est là. Si vous mettez la route, le goudron qui passe devant Bopila en vente avant le soir, vous aurez 1000 preneurs. Et des sommes faramineuses, on viendra vous donner. Parce que la demande est criarde. Voici plus de 30 ans, plus de 40 ans, on n'a créé aucun marché pour recevoir le trop-plein de la population. Aucun nouveau marché dans la ville de Douala. Un nouveau marché pour recevoir le trop-plein de la population. Vous-même qui êtes des journalistes, si aujourd'hui vous perdez votre emploi, je ne sais pas si vous êtes freelance ou pas, vous perdez votre emploi, le premier réflexe serait d'aller vers un marché chercher où vous allez faire un petit bayam salam pour quand même... Pour pouvoir joindre les deux bouts. L'installation anarchique là, qu'on attribue aux commerçants, les commerçants sont suffisamment jaloux pour ne pas superposer les autres commerçants sur eux. On installe anarchiquement les commerçants. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Le matin vient, vous venez trouver que sur un couloir, quelqu'un a déjà mis un coffret et une caisse et vous dit que l'ordre vient de Bonanjo. Bon, nous on était, quand j'étais encore plus vigoureuse que ça, on se levait, on partait arracher, mais après tout, on combat, mais un jour on faiblit dans le combat, on dit, Seigneur, fais ce que vous pouvez faire là-bas. Donc voilà à peu près cela. Le commerçant, le vrai, ne peut pas admettre que l'autre vienne obstruer son... Mais il y a quand même une chose positive à relever. Toutes ces communautés vivent en totale et parfaite harmonie. C'est quelque chose de positif à relever. Nous sommes tellement accueillants que ça frise la bêtise. Parce qu'en revanche, il devrait avoir parallélisme de forme. Quand nous partons chez eux avec la marchandise, vous savez comment on nous traite? On doit rester à l'entrée. C'est un de ce pays-là, que je ne cite pas, qui va prendre la marchandise et entrer vendre dans le marché, venir vous donner ce qu'il souhaite vous donner par rapport à votre marchandise. C'est ce que j'appelle protectionnisme. Je ne peux pas les en vouloir de protéger. C'est pour ça que je dis que, en fait, l'œuvre de l'État manque. Nous faisons pour nous en tant qu'individus. Nous faisons pour nous. Mais l'État devrait pouvoir coordonner et mettre la frontière sur certaines choses. Exactement. Mais si l'État veut même, à la limite, quand je regroupe les commerçants aujourd'hui, certains disent que l'État est contre eux, malheureusement. Vous savez que non, je ne vais pas dire ça parce que ça va alarmer les gens. Mais nous avons l'impression que nous sommes délaissés à nous et qu'à la limite, on souhaite même notre chute en faveur des gens qui arrivent. Mais bon, si ce n'est que la vie harmonieuse, nous vivons ensemble dans le marché. C'est pour ça que vos slogans de vivre ensemble, là, je dis passez loin de nous avec ça, puisque nous connaissons cela avant que vous ne le conceviez. Madame Mayedio, autre lieu et troisième observation, le centre commercial de Douala, le quartier Aqua,
Pas besoin de loupe pour s'apercevoir de la très forte présence des ressortissants chinois. D'ailleurs, les Chinois sont aujourd'hui la première communauté étrangère dans notre pays. Avant, ils étaient locataires. Aujourd'hui, les Chinois sont propriétaires et même bailleurs, c'est-à-dire qu'ils mettent en location des espaces acquis. On ne sait comment. Vous allez nous expliquer. Ah, je ne vais pas expliquer parce que ça relève de leur gestion privée. Ils ne sont pas obligés de me rendre compte par rapport, mais on doit dire ça pour déployer. Ce sont des ventes ou ce sont des beaux déplorer. amphithéotiques qu'ils pratiquent là-bas? Parce que nous semblons être suffisamment inconscients pour vendre notre pays. Il me semble que la multiplicité d'ethnies que Dieu a fait dans ce pays et que personne n'a choisi est en train de nous jouer des sales tours. On a développé du tribalisme d'État, si bien que certains Camerounais sont capables de pouvoir choisir entre un étranger que de choisir quelqu'un d'une certaine région. Pas encore si ces Asiatiques étaient donc nos fournisseurs comme ils l'ont toujours été. Aujourd'hui, pour nous, pour avoir un visa pour la Chine, c'est plus difficile que le visa des États-Unis. Parce que l'ambassade vous réfère. L'ambassade vous dit, vous voulez chercher quoi? Je vais acheter les chemises comme celles que vous portez là. Ils vont vous dire, allez chez tel, il se trouve à tel endroit pour acheter. Mais et pour vendre. Or, il se trouve que ce tel-là, il va me vendre des cartons de chemises, des douzaines de chemises à un prix. Rester défaire ces cartons, défaire ces douzaines et vendre une chemise à ce même prix. Justement. Sous le regard bienveillant de nos autorités qui disent contrôler tous les jours. Ils se font amis avec ces Asiatiques et quitte à ce que nous nous empâtissons, quitte à ce que la misère soit encore plus grandissante. Et il manque d'amour et d'affection dans notre pays. Les Asiatiques ont gagné tout. Et même... on va jusqu'à... On parle à cœur ouvert, non? Les incendies qui arrivent à certains endroits. Nous nous demandons si ce ne sont pas des pyromanes, si ce n'est pas des gens qui créent cela pour pouvoir acheter un droit, on vous rend pauvre définitivement. Et puis, après, quand vous êtes au niveau incompressible, vous êtes obligé comment expliquez-vous votre espace, de leur céder et c'est toujours eux qui réachètent. C'est dangereux, c'est grave pour notre pays. Moi, je demande, et quand je le dis, c'est un cri de cœur que je lance à nos autorités. Je les amène à être conscients de ce qu'ils sont en train de faire pour ce pays. Sur le plan politique, c'est pratiquement la même chose. Je veux dire, le tribalisme ambiant qu'on a au Cameroun est en train de nous jouer des sales tours, tant dans les domaines économiques que politiques. Donc, les gens préfèrent que ces gens-là, non contents d'aller dans les plantations parce qu'ils achètent des champs, ils cultivent et du bon riz et de bonnes céréales et ils exportent cela parce que nous ne méritons pas de manger ce qui est bon. Et nous importons leur saleté, ce qui nourrit leur bétail avec. C'est ça que nous mangeons chez nous. Est-ce que les dirigeants de ce pays ont encore d'âme, ont encore le patriotisme que moi je ressens dans mon corps? Parce que je dois demander, dans tous les pays du monde entier, oui, on doit pouvoir protéger les commerçants locaux. On fait ceci, mais il y a de la limite. On ne peut pas jeter en pâture si ça rame, comme on dit en notre jargon ici, là. Chacun de prendra son sac pour rentrer chez lui. Et nous allons faire comment? C'est ça le problème. Alice Maguedio, quatrième fait marquant, et non des moindres, 90% des marchandises et produits vendus en Bopi sont importés made in China, que ce soit dans l'alimentaire, le cosmétique ou encore l'électroménager, pour ne citer que ces quelques produits. N'est-il pas temps de favoriser ou alors de promouvoir les produits made in Cameroun? Et comment? Tout à fait. Mais sauf que il faut absolument promouvoir parce que la sécurité alimentaire viendra du fait que nous mangeons ce que nous produisons. J'ai toujours dit, et même les quelques entreprises qui sont sur le plan local pour produire, je prends le cas des huiles de cuisine. De cuisine, oui. Ce ne sont pas des Camerounais.
C'est beaucoup qui plus. sont à la manette. Oui. Faites vos enquêtes, vous allez vous rendre compte que nos palmores qui étaient pour nous-mêmes sont de broie du noir dans le marché. Les gens qui ont pignon sur rue, encore une fois, ne sont pas forcément des Camerounais. Moi, c'est ce que j'appelle insécurité alimentaire. Bon, maintenant, quand vous nous demandez à nous, est-ce qu'il n'est pas temps de privilégier, je renvoie la question à mon patron Tawamba, qui sont le président du groupement des entreprises du Cameroun. Entreprises locaux, et il va vous répondre. Parce qu'il va vous répondre que on veut promouvoir le Made in Cameroun. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Parce que si on ne les allège pas sur le plan fiscal, si on ne les allège pas sur le plan douanier, s'il n'y a pas toutes ces choses-là, le Made in Cameroun reviendra toujours plus cher que... Il y a le dumping. Ça reviendra toujours plus cher que ce qui est importé. Je prends l'exemple. Moi, dans ma boutique, j'ai tout un côté où j'ai tant souhaité ne vendre que les produits made in Cameroun. Mais il se trouve que ces mêmes produits, quand j'ai réussi à aller dans les grandes surfaces ici, là, les attraper, puisque ils importent les accords des partenariats. Les partenariats veulent même que certains importent sans droit de douane. Oui. Ils reviennent toujours moins cher que nous. Et nous sommes dans un environnement où le pouvoir d'achat a été fractionné depuis des années. Il n'y a aucun indice qui remonte le pouvoir d'achat des Camerounais. Et quand tu as un pouvoir d'achat faible, tu arrives sur un marché, tu es patriote n'importe comment, mais tu vas acheter ce qui est moins cher parce que ton argent ne peut que te permettre. Il y a des niveaux de besoins selon Maslow. Hein? Il y a les niveaux incompressibles. Tu as beau être patriote, si tu n'as pas de quoi, je prends souvent l'eau de Javel que nos jeunes garçons, nos jeunes gens produisent, les produits d'entretien en général. Mais quand ils viennent me présenter leurs 5 litres d'eau de Javel, je dois leur acheter ça au bas mot. Quand je commande beaucoup, à 2000 francs, les 5 litres. Mais quand je vois l'eau de Javel importée, je l'achète à 1500, les 5 litres. Vous voyez donc qu'il y a toujours une concurrence déloyale qui ne dit pas son nom. Si l'État du Cameroun ne quitte pas les slogans creux, on veut bien qu'on consomme le Made in Cameroun, mais on ne fait rien pour qu'on consomme les Made in Cameroun. Parce que il suffisait, par exemple, de bloquer même les entrées par rapport à certaines natures de produits pour permettre à la petite industrie locale de se lever. Ce n'est pas le cas. On donne les agréments à qui veut avoir. Et Dieu seul sait comment on fait pour les obtenir. Les agréments, si tu es bourré, tu vas avoir ton agrément. Parfois, ceux qui ont même les agréments, les ont et ils n'ont même pas les capacités d'importation. Ils viennent encore nous louer. Et quand tu as la capacité, tu vas demander l'agrément, on ne donne pas. Celui qui part prendre l'agrément ne peut pas importer, il vient te louer. Voilà. Vous louez son agrément. Le surcoût qui s'ajoute là doit être répercuté sur le prix de revient. Exactement. On n'invente pas du fil pour couper le beurre. Je dis qu'il faut qu'on quitte les slogans creux et on aura de redresser ce pays. Honnêtement, ça ne peut pas prendre 6 mois s'il y a la volonté politique, s'il y a de la bonne foi, s'il n'y a pas la détestation, la haine et le tribalisme d'État qui est distillé désormais dans notre pays. Madame Maguedio, vous avez un bel état d'esprit. Comment faites-vous pour créer le déclic, pour changer ce mindset, cet état d'esprit qui parfois nous freine, nous empêche d'avancer? Parce que malgré tout ce que vous dites, vous tenez bon. Vous ne renoncez pas, vous continuez d'avancer. Le secret est dans... Moi, l'être humain ne doit pas se dissocier de son créateur. La première des choses, tous ces mots s'abattent sur nous parce qu'on a mis de côté. On a certes des églises. Hein. Les gens qui se réclament chrétiens sont plus nombreux encore. Mais est-ce que c'est alors vraiment Dieu qu'on cherche dans ces églises-là? Est-ce que c'est ça? Moi, on nous a appris la crainte de Dieu. Et on nous a appris que le plus grand commandement de Dieu, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
mon secret réside dans l'amour de mon prochain. Dès que je vous vois, je considère que vous êtes un petit frère à moi et je suis prêt à tout pour vous montrer tout ce qui jusqu'à ma limite seulement, pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour... Et qui investit sur un humain, on sait un Dieu qui n'est pas ingrat. Les autres interprètent par le karma existe. Oui, le karma existe. Quand vous injectez ce qu'on appelle sémence, quand vous faites du bien, rendez-vous positif, aimez les hommes. Si vous commencez par aimer les hommes, parce que si vous aimez un membre de votre famille, vous n'avez rien fait. Hein? C'est trivial, c'est normal que vous devrez l'aimer. Mais aimer les gens, ça veut dire que soyez positif et armez-vous du courage. Parce que Dieu ne m'a pas donné l'esprit de timidité ou de quoi. Armez-vous du courage pour pouvoir dire ce que les gens ne parviennent pas à dire. Parce que mon espoir, c'est que peut-être le dirigeant qui a pris une mauvaise décision n'était pas au courant que il devrait, peut-être c'est sa limite aussi. Personne n'a la science infuse. Même si vous êtes ministre ou premier, vous pouvez avoir des manquements. Mais remontons-leur l'information vraie et pour qu'ils prennent les décisions, quitte à ce qu'on empathise, parce que parfois, quand vous dites des vérités, vous subissez. Bon, mais moi, je suis disciple du Christ, c'est vrai disciple du Christ. Mon maître a été trahi. Pourquoi pas moi? Donc, quel que soit ce qui va m'arriver, alors que je n'ai fini que de dire la vérité, je vais accepter stoïquement parce que je me dis que l'ouvrier n'est pas plus grand que son maître. Alice Maguedio, aujourd'hui, le marché Mbopi, malgré sa promiscuité, le manque de structures minimum de base, telles que les toilettes publiques, l'adduction en eau potable, reste et demeure quand même le plus grand marché de la sous-région Afrique centrale. On ne va pas pleurnicher. Est-ce que tous ces clichés que vous avez mentionnés plus haut ne sont pas à l'image même du Cameroun? Est-ce que c'est pas à l'image du Cameroun finalement? Et pourquoi ne voudrez-vous pas qu'on pleurniche? Si c'est à l'image du Cameroun, on doit pleurnicher parce qu'on peut faire mieux. Comment le plus grand marché de l'Afrique centrale n'a aucune lampe publique? C'est parce que les commerçants ne contribuent pas à souhait pour ça. On va pleurnicher. Le problème, c'est que le Cameroun, nous sommes pas, il faut pas que nous atteignions nos plafonds de verre aussi rapidement. Je vous ai dit que ça, c'est les statistiques d'antan qui disent même que c'est le plus grand marché de la sous-région. Je vais vous dire une anecdote. Quand j'arrive au marché Mbopi, le Nigeria achetait les liqueurs chez nous, les champagnes chez nous, ici pour rentrer chez eux. Aujourd'hui, nous en venons à aller acheter chez eux. Le Bénin achetait les cahiers chez nous. L'année scolaire dernière, nous sommes allés au Bénin chercher les cahiers pour Nom de Dieu. Vendre au Cameroun. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le problème, c'est que quand nous crions, Yaoundé s'amuse, nous crions, Yaoundé rigole. Et ça me permet de vous poser, Madame Maguedio, où va le Cameroun? Où va le Cameroun? Comprenez-vous ce qui se passe actuellement dans votre pays? Non. Tous les voyants sont au rouge. Et le dire n'est pas décliniste, Justement, pessimiste ou encore moins populiste. Je souhaite que après cette émission, qu'on ne vienne pas t'arrêter, toi et moi, pour dire qu'on a dit qu'on est en train de salir l'image du pays. Le pays se salit seul. Quand je vous dis que la Guinée équatoriale, ces gens-là venaient acheter chez nous. Non, nous ne sommes plus forcément le plus grand. On a ce nom qu'on veut réhabiliter et notre lutte au quotidien voudrait qu'on réhabilite ce nom-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il y a tant de haine au Cameroun? Le manque d'amour, le manque de construire ensemble quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, l'individu fait sa part. Nous vivons dans les quartiers comme les Lokpom. Vous-même, vous voyez les immeubles qui naissent et grandissent comme des champignons là-bas. Mais pas de route pour atteindre ces immeubles. Pendant que l'individu serait en train de bâtir les immeubles, l'État serait en train de racler, d'aménager des routes pour arriver là-bas. Si l'individu fait sa part et que l'État ne fait pas sa part, on ne va pas dénoncer, on va faire quoi? Moi, j'ai opté de sacrifier ma vie pour ne dire que ce qui ne va pas.
dans le but que les gens comprennent et améliorent les conditions de vie des citoyens. Moi, je dis qu'il est temps qu'on se ressaisisse. Il est temps que notre pays, comme vous avez dit, tous les voyants sont au rouge. Ouais. Tous les voyants sont au rouge. Et ça touche tous les secteurs. Le sac de riz au marché, bien que ces derniers temps a un peu baissé. Baissé pour arriver à combien? 24 000, le riz quelconque. Hein? C'est les riz que nous avons trouvés au marché Mbopi, 12 500, 13 500. Chaque année, on lutte contre la vie chère. Mais la vie continue toujours à être chère. C'est ça le problème. Le savon, on le trouvait à 12 000, 14 000. Maintenant, il est au bas moi à 20 000 francs le carton. Mais tous les voyants sont au rouge. Je dis pour un pouvoir d'achat qui ne s'améliore pas. J'ai souvent dit, je suis syndicaliste. Si un jour, j'ai le toupet de descendre aussi dans la rue, c'est un mode d'expression de syndicat, j'écrirai mes pancartes, pas pour dire qu'on vienne me donner quoi que ce soit, mais je veux dire augmenter les salaires des fonctionnaires. Des fonctionnaires, oui. Parce que ceux qui travaillent dans des sociétés privées. Parce que quand vous avez touché vos salaires le jour-là, moi, au marché, je souris. Exactement. Oui. Exactement. Mais mon sourire ne dure que sur 5 jours maximum. Et puis après, on retombe sur les mêmes travers, les visages crispés des femmes qui veulent nourrir leurs enfants et n'ont pas les moyens pour le faire. Nous subissons ce que le Cameroun ne veut pas comprendre, que ça ne va pas. Et c'est nous, l'amortisseur social. C'est devant nous que les femmes pleurent. Les gens qui n'arrivent pas. Quelqu'un qui a acheté son riz à 16 000 le mois dernier vient le trouver à 20 000. Il partait fièrement avec ses 16 000. Vous croyez qu'il va être content? Madame Alice Maguedio, à vous entendre, on sait quand même qu'il y a un espoir. Mais comment peut-on faire en sorte qu'une flamme s'allume, que le peuple enfin se réveille et que les dirigeants, ceux qui nous gouvernent, ont soudain une probité morale irréprochable et une forme de vision pour leur pays? Comment le peuple camerounais peut-il se réapproprier son destin? Ça fait quand même 5 décennies que ça dure, que les Camerounais tirent le diable par la queue, Madame Alice. Et il n'y a pas de recette magique, mais la première des choses, c'est qu'il faut prôner l'amour. Moi, je fais beaucoup référence aux Saintes Écritures. N'en déplaise au courant actuel qui disent que seulement nos ancêtres, pas la Bible. Non, la Bible est même comme un livre d'histoire. Elle nous dira que de bien pour nous. Donc, il faut prôner l'amour. Il faut prôner la vérité. Il faut prôner le courage. Et puis, pour les patrons, pour quelqu'un comme notre chef de l'État, on ne peut pas diriger sans remonter les bretelles. On ne peut pas diriger sans punir les gens. Parce que l'environnement pourrit, parce que celui-ci a fait, on ne lui a rien dit. Au contraire, on l'a renommé quelque part, un peu comme pour encenser le mal. Il faut arrêter ça. Il faut commencer à punir les coupables de ceux qu'on sent qu'ils ne sont pas patriotiques dans ces gens-là. Mais l'amour est la clé de tout. Moi, je suis la lumière du monde. Je suis le sel du monde. Vous qui avez le privilège, vous êtes à 5 ou 6 en train de m'écouter ici, que ce soit un arbre de parti, que ma parole ne parte pas caler à votre niveau. Décidez-vous aussi d'être la lumière du monde. Qui sait, si ça ne va pas atteindre un de nos dirigeants qui pourra, dans leur sphère de décision, dire aussi que nous en faisons un peu trop. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut être heureux dans un océan de misère? Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Il faut aimer son pays. Moi, je dis, personne ne nous a choisi ce pays. C'est seul Dieu qui a décidé que nous soyons de ce pays. Mais que les dirigeants soient à même de punir ceux qui fonctionnent mal. Si on donne le budget de la route à quelqu'un, et au lieu de faire une route, il fait les biscuits. Une semaine après, il y a des creux. On n'entend jamais qu'on a puni celui à qui on a donné ce budget. Pourquoi? Parce qu'il a pris le budget et il a partagé avec les gens. La corruption, les rétrocommissions. C'est ça qui tue notre pays. Chacun veut sa part. Chacun veut sa part. Personne ne veut l'intérêt collectif. La route, c'est la route que tu vas passer là toi-même.
fais d'abord la route. Cherchez le bon nom. Cherchez le bon nom. Parce que moi, je serais malheureuse dans l'opulence. Si je passais et que chaque commerçant disait que la mégère, la maman, là, nous ne l'aimons pas, je serais plus triste. Aujourd'hui, je dois ma fierté au fait que même si je ne peux pas nouer les lacets de plusieurs commerçants parce qu'ils ont eu le temps de s'investir et de chercher leur argent, moi, j'ai le temps de vouloir défendre les intérêts collectifs. Et ça aussi, c'est des éléments de salaire. Dites aux gens que le salaire n'est pas que pécunier. Le salaire, c'est la satisfaction d'avoir été utile. À défaut, ne partez plus bourrer les rangs des messes tous les dimanches. On a trop de chrétiens dans ce pays et trop des églises dans ce pays. Mais dans la pratique, on ne voit pas l'œuvre du christianisme. Moi, je pense que mon secret ou le secret de ce que ces choses changent réside sur la prise de conscience et sur l'amour, sur la décision d'aimer les uns les autres. Vous avez parlé là, vous avez évoqué les jeunes qui par grand nombre vont s'installer ailleurs, un ailleurs qu'ils considèrent comme un Eldorado. Êtes-vous favorable ou pas à ce départ, à cet exode de nos compétences? Justement, j'aimerais pouvoir rester avec tous mes enfants. Vous ne croyez pas que quand tu vieillis et qu'il y a tes enfants à côté, s'il y a les hommes dedans, que leurs femmes sont mariées et que tous les week-ends, au moins, tu reçois une personne avec ses enfants, tu vas avoir les enfants que tu vas seulement regarder dans le téléphone toute la vie. Moi, je ne suis pas très favorable au fait que les gens fuient devant la difficulté. Restons, on va bâtir notre... Les pays où nous partons là ont traversé ce que nous traversons là, mais se sont décidés à un moment donné de se ressaisir et de bâtir leur pays. Si on ne va pas bâtir le nôtre, on va seulement les vider et partir, vider et partir. Hein? Qui viendra le faire pour nous? Et puis après, on sera surpris que les fortes communautés de Chinois ou de je ne sais pas qui, que le pays va un jour ne plus nous appartenir. Hein? Nos ingénieurs, nos enfants, nos médecins, nos enseignants, tout le monde s'en va. On s'en va pour qu'on reste faire comment? Moi, j'aimerais être une grand-mère qui vieillit parmi ses enfants. Parce que tout cela, quand ils partent là, ça va nous pousser un jour de vouloir aller parce que chaque grand-mère a besoin de rester parmi ses petits-enfants. Donc, s'il m'était donné de décider, je créerais toutes les conditions favorables pour que ces gens-là reviennent au pays ou alors que ceux qui ont l'intention de partir ne partent pas. Certains partent, ils laissent leur vie dans des océans ou dans le désert. Vous croyez que ceci... Quelle maman avec le cœur de maman peut admettre que ça soit ainsi? Ces gens qui partent mourir dans le désert, la personne donne à l'onction de leur mère. Une maman ne peut pas accepter que son fils fasse une aventure pareille. Mais il fuit de la misère ambiante. C'est ça le problème. Changeons la donne. Madame Alice Maguedio, merci vraiment infiniment de nous avoir accordé autant de temps pour cette interview. Nous allons terminer, comme il est de coutume dans cette émission, par une adresse à la jeunesse. La jeunesse, avenir de notre société, à travers un message qui leur permettrait de trouver des repères pour construire un avenir meilleur, à travers de précieux conseils qui pourraient les aider à croire en eux, à se fixer des objectifs, à apprendre de leurs erreurs et à s'entourer de belles personnes comme vous. Vous allez regarder la caméra juste en face de vous et là on va devenir très sérieux parce que là on s'adresse. Je ne sais pas être sérieuse, mais bon, oui. Vraiment, mes chers jeunes, et nous sommes dans un pays béni de Dieu. Vous ne connaissez pas la position du Cameroun sur la carte mondiale. Vous êtes des morceaux choisis, vous êtes des mises à part. Personne d'entre vous n'est voué à être bandit. Personne d'entre vous n'est voué à être paresseux, pyromane et tout. On vous conduit vers un destin qui n'est pas le vôtre. Armez-vous d'un capital d'honnêteté.
Moi que vous voyez là, j'ai commencé mon commerce, je n'avais même pas un franc. Mais aujourd'hui, les fournisseurs se bousculent à ma porte pour me déposer les marchandises pour que je vende. Pourquoi? Parce que si je vends, je leur donne leur argent. Si je n'ai pas vendu, ils vont trouver ça là-bas. Aujourd'hui, on a du mal, mes chers jeunes, à trouver quelqu'un avec qui travailler. Comment pouvons-nous bâtir un pays avec des malhonnêtes? Quitter cela, quitter le siège de la malhonnêteté. Que personne ne vous dise que vous ne pouvez pas. Vous pouvez. Vous pouvez, mes chers jeunes. Si vous décidez aujourd'hui là que le pays s'y change en un an, ça va changer en un an. Alors, même sur le plan politique, faites vos engagements sincères. Observez, soyez aussi, participez à la vie du pays, ne démissionnez plus. Le voyage à tout prix là, moi j'ai fait ce pays-là, j'ai fait ce pays et je dis que ce n'est pas si évident de vivre là-bas. La joie de vivre que nous avons ici au Cameroun, le partage que nous avons ici au Cameroun, la joie d'entre vous quand vous parlez entre vous là, vous ne l'aurez pas en Occident. Vous allez être dans une maison où vous ne communiquez qu'avec la glace, avec la neige, avec tout, et la dépression va s'en suivre. Restez avec nous. Dénonçons ensemble. Mes chers jeunes, moi je me trouve au marché Mbopi. Si vous êtes choqués par un fait, venez. On va trouver ensemble le moyen de dire poliment à ceux qui doivent arranger ce pays. Moi, je présage l'avenir meilleur. D'ici quelques 5 ans comme ça, les gens vont demander le visa et cher le visa pour venir au Cameroun. Si nous tous, nous décidons de nous mettre ensemble pour bâtir ce pays, oubliez les discours de haine, oubliez les origines des gens. Aimez-vous les uns les autres comme le Christ vous a aimé. Oh là, magnifique, formidable. Merci infiniment, Madame Alice Maguedio. Venez détacher vos choses. C'est avec ces belles paroles, beaux conseils, précieux conseils, que nous allons malheureusement mettre un terme. On vous aurait écouté pendant des heures et des heures encore. On ne s'en lasse pas. Merci infiniment, Madame Maguedio, d'être venue. Je vous remercie. Le plaisir a été le mien. Et vous savez, généralement, quand on a plein le cœur, on a envie de parler, de partager. Vous ne croyez pas que vous m'avez soulagé en me laissant parler un pan. Si un jour vous avez encore besoin de moi, n'hésitez pas. Et sous autre angle, on va essayer encore. En parlant aux gens, en aimant les êtres humains, on fait gros pour notre pays. Merci infiniment. Merci aussi.